Juste un peu avant 19h30, je sonnais à la porte d'entrée de Fernley Park. Parker, le majordome, vint ouvrir avec promptitude. Au même instant, le secrétaire d'Ackroyd, un jeune homme charmant du nom de Raymond, traversa le hall en direction du bureau, les mains remplies de papier. « Bonsoir, docteur. Vous êtes venu dîner ou est-ce pour raison professionnelle ?» La dernière phrase faisait allusion à ma trousse noire que j'avais posée sur la commode en chêne. Je lui expliquai que j'attendais un appel pour un accouchement à tout moment. Raymond hocha la tête. « Allez dans le salon, me lança-t-il par-dessus son épaule. « Il faut que j'aille porter ces documents à Mr. Ackroyd. Je vais lui dire que vous êtes là. » Je me dirigeai vers la porte en face et entendis, alors que je tournais la poignée, un son à l'intérieur. Je crus qu'il s'agissait du bruit d'une fenêtre que l'on baisse. J'ouvris la porte et entrai. Au même moment, je faillis entrer en collision avec Miss Russell qui sortait. Nous nous excusâmes tous les deux. Inconsciemment, je me demandais si elle venait de l'extérieur, car elle était très essoufflée. « Comment va votre genou ?» m'informai-je. « Toujours pareil, merci, docteur. Il faut que j'y aille. Mrs. Ackroyd va descendre dans un instant. Je suis seulement venu ici pour vérifier les fleurs. » Elle sortit rapidement. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre, m'interrogeant sur son désir évident de justifier sa présence. Tout en faisant ça, je vis ce que, bien sûr, j'avais toujours su, à savoir qu'il n'y avait dans cette pièce que de longues portes-fenêtres donnant sur la terrasse. Le bruit que j'avais entendu, donc, ne pouvait pas être celui d'une fenêtre que l'on baisse. N'ayant rien d'autre à faire, je m'amusais à essayer de deviner ce qui avait pu causer ce bruit. Mes yeux furent alors attirés par ce qui, je crois, s'appelle un présentoir dont le couvercle en verre se soulève et au travers duquel vous pouvez voir son contenu. Je traversai la pièce dans sa direction. À l'intérieur, il y avait de l'argenterie ancienne, quelques figurines en porcelaine de Chine couleur de jade et plusieurs objets africains. Désirant observer l'une des figurines de jade de plus près, je soulevai le couvercle. Il glissa entre mes doigts et retomba. Je reconnus tout de suite le bruit que j'avais entendu. C'était ce même couvercle que l'on refermait doucement et avec précaution. Je soulevai le couvercle à nouveau pour examiner le contenu de plus près, et j'étais toujours penché au-dessus du présentoir ouvert lorsque Flora Ackroyd entra dans la pièce et me rejoignit. « Vous ne m'avez pas encore félicité, Dr. Chapman, me dit-elle. N'êtes-vous pas au courant ?» Elle tendit sa main gauche. Sur son annulaire se trouvait une magnifique bague ornée d'une seule perle. « Je vais épouser Ralph, vous savez. Mon oncle est ravi. De cette façon, je reste dans la famille. » Je pris ses deux mains dans les miennes. « Ma chère, j'espère que vous serez très heureuse. » Au même instant, Mrs. Ackroyd entra en froufroutant, se confondant en excuses. Je suis désolé de dire ça, mais je déteste Mrs. Ackroyd. Elle est toute en os, et on ne voit que ses dents et ses montagnes de bijoux. C'est une femme extrêmement désagréable. Elle a des petits yeux bleus insensibles qui reflètent tout le contraire de ses paroles aimables. Avais-je entendu parler des fiançailles de Flora? Elle qui était si charmante à tout point de vue. Mrs. Ackroyd soupira. « Je me demandais... Vous êtes un vieil ami de ce cher Roger. Je crois vraiment qu'il a l'intention de faire tout le nécessaire pour Flora, mais, comme vous le savez, il est assez pointilleux sur les questions d'argent. Je me demandais si vous ne pourriez pas essayer d'en savoir un peu plus. » Mrs. Ackroyd fut interrompue car la porte du salon s'ouvrit à nouveau. « Vous connaissez le Major Blunt, n'est-ce pas, docteur? »« Oui, effectivement, répondis-je. Beaucoup de gens connaissent Hector Blunt. Au moins de réputation, il a tué plus d'animaux sauvages dans les endroits les plus invraisemblables que n'importe quel autre chasseur. C'est un homme de taille moyenne, assez musclé, avec des yeux gris toujours fixés sur le lointain. « Comment allez-vous, Chapman ?» demanda-t-il. Puis il alla se placer en plein milieu devant la cheminée et posa son regard au-dessus de nos têtes. « Major Blunt, et la Flora. J'aimerais que vous me parliez de ces objets africains. Je suis sûr que vous savez ce qu'ils représentent. »
J'ai entendu dire que Hector Blunt détestait les femmes, mais j'ai remarqué qu'il avait rejoint Flora près du présentoir avec ce qu'on pourrait décrire comme de l'empressement. Ils se penchèrent tous deux au-dessus du couvercle et se mirent à parler avec animation jusqu'à ce que Parker vienne annoncer que le repas allait être servi. Immédiatement après dîner, Ackroyd glissa son bras sous le mien et me conduisit jusqu'à son bureau. « Une fois que le café sera servi, on ne nous dérangera plus, m'expliqua-t-il. Parker apporta le café. Ackroyd s'enfonça dans un fauteuil devant la cheminée et se servit d'une tasse. Dernièrement, j'ai de nouveau ressenti une douleur à la fin des repas, fit-il remarquer. Vous devriez me donner d'autres comprimés. J'en ai apporté avec moi, annonçai-je. Ils sont dans ma trousse. Je l'ai laissée dans le hall. Parker va aller la chercher, dit Ackroyd. Veuillez apporter la trousse du docteur, Parker. Bien, monsieur. Parker se retira. Alors que j'étais sur le point de parler, Ackroyd m'arrêta d'un geste de la main. Pas tout de suite. Assurez-vous d'abord que la fenêtre est fermée. Quelque peu surpris, je me dirigeai vers la fenêtre. Les épais rideaux bleus en velours étaient tirés, mais la fenêtre était ouverte jusqu'en haut. Parker réapparut avec ma trousse tandis que j'émergeais de derrière les rideaux. « Vous avez mis le loquet ?» demanda Ackroyd. « Oui. Que se passe-t-il ?» La porte venait juste de se refermer derrière Parker. Dans le cas contraire, j'aurais attendu avant de poser une telle question. « C'est l'enfer, » me répondit-il. « Non, oubliez ces fichus comprimés, j'ai dit ça uniquement pour Parker. Les domestiques sont si curieux. Venez donc vous asseoir. »« Mais quel est le problème ?» demandai-je. « Shepard, vous étiez auprès d'Ashley Ferrers dans les derniers moments de sa maladie, n'est-ce pas ? » Oui. Avez-vous jamais soupçonné, vous est-il déjà venu à l'esprit, qu'il ait pu être empoisonné ? Je vais vous dire la vérité. À l'époque, je n'avais aucun soupçon d'aucune sorte, mais depuis... remarquez, je n'ai aucune preuve. Mais c'est la vérité. Il a bel et bien été empoisonné, déclara Ackroyd. Par qui ? Sa femme. Comment le savez-vous ? Elle m'a tout avoué hier. Mon Dieu, on dirait que c'était il y a 10 ans. Comprenez, Shepard, que je vous parle en toute confiance. J'ai besoin d'avoir votre avis. Je ne sais pas quoi faire. Comment Mrs. Ferrers en est-elle arrivée à vous faire cet aveu ? Demandai-je. Eh bien voilà. Il y a 3 mois, je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté, mais elle a refusé de me laisser rendre nos fiançailles publiques avant que son année de veuvage ne soit terminée. Hier, je suis allé la voir et je lui ai fait remarquer que cela faisait maintenant 1 an et 3 semaines que son mari était mort. Soudain, sans prévenir, elle s'est effondrée. Et elle m'a tout raconté. La haine qu'elle éprouvait pour sa brute de mari, son amour grandissant pour moi et la solution terrible qu'elle avait choisie. Le poison, mon Dieu. Elle l'a tué de sang-froid. Je lus l'horreur et la répulsion sur le visage d'Ackroyd. Et Mrs. Ferrers avait dû les voir elle aussi. Elle m'a tout avoué, poursuivit-il. Apparemment, quelqu'un était au courant depuis le début et la faisait chanter en échange de grosses sommes d'argent. C'est la tension que cela a créée qui l'a rendue presque folle. Qui était cet homme ? Soudain, devant mes yeux, l'image de Ralph Patten et de Mrs. Ferrers se tenant côte à côte apparut. Leurs têtes presque collées l'une à l'autre. Je ressentis momentanément une certaine nervosité. Supposons... Oh, mais non. Bien sûr que non. Je me souvenais de la franchise de l'accueil de Ralph cet après-midi même. C'était absurde. Elle n'a pas voulu me dire le nom de cet homme, expliqua Ackroyd. En fait, elle n'a même pas vraiment dit qu'il s'agissait d'un homme. Mais quelque chose dans ses paroles m'a donné l'impression que cette personne pourrait se trouver sous mon toit. Mais c'est impossible. J'ai du mal comprendre.
Que lui avez-vous dit? Demandai-je. Que pouvais-je dire? J'étais stupéfait. Elle m'a fait promettre de ne rien faire avant 24 heures. Elle m'a dit que j'aurais de ses nouvelles avant que ce délai ne se soit écoulé. Mon Dieu, je vous le jure, Shepard, ça ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle allait commettre un tel acte. Un suicide. Et c'est moi qui l'y ai poussé. Non, bien sûr que non, répondis-je. Ne voyez pas les choses avec exagération. Vous n'êtes absolument pas responsable de sa mort. La question, c'est que dois-je faire à présent? Comment vais-je attraper ce vaurien qui a causé sa mort aussi sûrement que s'il l'avait tuée? Il était au courant du premier crime, il s'est acharné sur elle comme une sorte de vautour malsain. Elle a payé le prix pour ses erreurs, mais lui, est-ce qu'il va s'en tirer comme ça? Vous voulez l'attraper? Demandai-je. Cela va faire beaucoup de bruit, vous savez. J'y ai réfléchi. Écoutez, Shepard, nous n'allons rien faire pour l'instant. Si nous ne recevons aucun message de sa part, nous laisserons les morts dormir en paix. Comment ça, recevoir un message de sa part? Eh bien, j'ai la très forte impression qu'elle doit m'en avoir laissé un, avant de partir. À cet instant, la porte s'ouvrit sans bruit et Parker entra avec un plateau sur lequel se trouvaient quelques lettres. « Le courrier du soir, monsieur. » Parker ramassa les tasses de café et se retira. Ackroyd avait les yeux rivés, figés, sur une longue enveloppe bleue. « C'est son écriture, » murmura-t-il. « Elle a dû sortir la poster hier soir, juste avant... Il déchira l'enveloppe et sortit plusieurs feuilles de papier et se mit à lire tout haut. « Mon très cher Roger, une vie appelle une vie. Je le sais, je l'ai vu sur votre visage cet après-midi. Alors je vais choisir la seule issue qu'il me reste. Je vous laisse le soin de punir la personne qui a fait de ma vie un enfer sur terre durant cette dernière année. Je ne voulais pas vous révéler son nom cet après-midi, mais je propose de vous l'écrire à présent. Si vous le pouvez, Roger, mon cher Roger, pardonnez-moi pour tout le mal que je m'apprêtais à vous faire, puisque le moment venu, je n'ai pas pu m'y résoudre. » Ackroyd, le doigt posé sur la feuille pour la tourner, s'arrêta. « Shepard, pardonnez-moi, mais je dois lire ceci seul. Cette lettre n'était destinée qu'à moi. » Il remit la lettre dans l'enveloppe et la posa sur la table. « Je terminerai plus tard, dit-il, lorsque je serai seul. »« Non, m'écriai-je, lisez-la tout de suite. » Ackroyd secoua la tête. « Au moins, suggérai-je, lisez le nom de cet homme. » Il faut savoir qu'Ackroyd est particulièrement têtu. Plus vous le pressez de faire quelque chose, plus il s'obstine à refuser. Tous mes arguments furent vains. La lettre avait été apportée à 20h40. Il était tout juste 20h50 lorsque je le quittais, la lettre encore non lue. J'hésitais, la main posée sur la poignée de la porte, regardais en arrière et me demandais si j'avais oublié quelque chose. Comme ce n'était visiblement pas le cas, je sortis en hochant la tête et refermai la porte derrière moi. Je sursautai en voyant Parker, et il me vint à l'esprit qu'il avait sans doute écouté à travers la porte. Il avait décidément un regard très sournois. « Mr. Ackroyd tient particulièrement à ne pas être dérangé, dis-je. Il m'a demandé de vous transmettre ce message. »« Très bien, monsieur, j'avais cru entendre sonner. » C'était un mensonge si évident que je ne pris pas la peine de répondre. Je suivis Parker dans le hall. Il m'aida à enfiler mon manteau et je sortis dans la nuit. Le clocher du village sonna 21h, tandis que je franchissais la grille du domaine. Je pris à gauche en direction du village et faillis heurter un homme qui venait dans la direction opposée. « Est-ce bien le chemin qui mène à Fernley Park, monsieur ?» demanda-t-il. Je le regardai. Il portait un chapeau enfoncé sur les yeux et son col de manteau était relevé. Il avait l'air jeune. «
La grille du domaine est juste ici, répondis-je. Merci, monsieur. Il poursuivit son chemin et franchit la grille. Curieusement, sa voix me rappelait celle de quelqu'un que je connaissais. Mais qui? Je ne parvenais pas à m'en souvenir. 10 minutes plus tard, j'étais de retour chez moi. Caroline était très curieuse de savoir pourquoi je rentrais si tôt. Pour la satisfaire, je lui fis le récit de ma soirée en prenant soin toutefois de le transformer légèrement. À 22h15, le téléphone sonna. J'allais décrocher. « Oui ? » ?»« Oui, bien sûr, je viens tout de suite. » Je ramassai ma trousse et enfouis quelques pansements supplémentaires à l'intérieur. « C'était Parker, criai-je à Caroline, de Fernley. Ils viennent de retrouver Roger Ackroyd assassiné. » Je sortis la voiture en un rien de temps et me rendis rapidement à Fernley. Je bondis hors du véhicule et sonnai avec impatience. J'entendis le bruit de la chaîne et Parker, impassible et presque insensible, apparut dans l'embrasure de la porte. Je le poussai pour entrer dans le hall. « Où est-il » dis-je. « Je vous demande pardon, monsieur. Mr. Ackroyd, ne restez pas là à me dévisager, mon vieux. Avez-vous averti la police ?»« La police, monsieur ?» « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Parker? Si, comme vous le dites, votre patron a été assassiné. »« Mon patron? Assassiné? C'est impossible. » Ce fut à mon tour de le dévisager. « Ne m'avez-vous pas téléphoné il y a à peine 5 minutes pour me dire que Mr. Ackroyd avait été retrouvé mort? »« Moi? Oh, mais non. Est-ce que c'est une plaisanterie? Où est Mr. Ackroyd? » Toujours dans son bureau, j'imagine. Les dames sont allées se coucher et le major Blunt ainsi que Mr. Raymond sont allés dans la salle de billard. Je vais aller dans le bureau et jeter un coup d'œil, dis-je. Je sais qu'il ne voulait pas être dérangé, mais cette histoire me met mal à l'aise. J'aimerais juste m'assurer qu'il va bien. Venez. Je franchis une porte sur la droite, Parker sur mes talons, traversai le vestibule où un petit escalier menait à la chambre d'Ackroyd et frappai à la porte du bureau. Il n'y eut aucune réponse. Je tournai la poignée, mais c'était fermé à clé. « Ackroyd !» appelai-je tout en secouant la poignée. « Ackroyd, c'est Shepherd, laissez-moi entrer !» Le silence à nouveau. Parker et moi échangeâmes un regard. « Écoutez, Parker, je vais enfoncer cette porte, ou plutôt nous allons enfoncer cette porte. J'en prends la responsabilité. »« Très bien, » répondit Parker. Je regardai autour de moi et m'emparai d'une lourde chaise en chêne. Aidé de Parker, je la soulevai et avançai à l'assaut. Nous la jetâmes contre la serrure une fois, puis 2, puis 3. Au 3e coup, elle céda et nous entrâmes dans la pièce en chancelant. Ackroyd était assis au même endroit que lorsque je l'avais quitté, dans le fauteuil près de la cheminée. Sa tête était penchée sur le côté et de manière visible, juste en dessous du col de sa veste, se trouvait un morceau de métal courbé. J'entendis le majordome retenir sa respiration. « On l'a poignardé par derrière, murmura-t-il. Quelle horreur !» Il tendit la main avec précaution vers le manche du couteau. « N'y touchez pas !» ordonnai-je. « Allez téléphoner à la police. Ensuite, prévenez Mr. Raymond et le Major Blunt. » Parker sortit avec précipitation. Je fis le peu qu'il y avait à faire en prenant soin de ne pas changer le corps de position et de ne pas toucher au couteau. Ackroyd était visiblement mort depuis un certain temps. C'est alors que le jeune Raymond apparut dans l'embrasure de la porte et s'arrêta net, livide. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. Il hocha la tête, le visage plus inexpressif que jamais. « C'est sûrement un cambriolage, » dit Geoffrey Raymond. « Mais que pouvait bien chercher le voleur? Il n'y a rien de valeur ici. » Il fouilla les papiers qui se trouvaient sur le bureau. Rien ne semble manquer et aucun tiroir ne semble avoir été forcé. C'est très curieux. Blunt tourna légèrement la tête. Il y a des lettres par terre. Je baissai les yeux. 3 ou 4 lettres étaient étalées, là où Ackroyd les avait fait tomber plus tôt dans la soirée. Mais l'enveloppe bleue, contenant la lettre de Mrs. Ferrars, avait disparu. Je commençai à ouvrir la bouche pour parler, mais à ce moment-là,
Le bruit de la sonnette d'entrée retentit dans toute la maison. Il y eut un murmure confus de voix dans le hall, et Parker apparut avec un inspecteur de la police locale et un officier. « Alors, dit l'inspecteur, dites-moi tout. Qui a trouvé le corps ?» Je lui expliquai les circonstances avec soin. « Un appel téléphonique, vous dites? Du majordome ?»« Appel que je n'ai pas passé, » déclara Parker. « Je ne me suis même pas approché du téléphone de toute la soirée. »« C'est étrange, ça. Vous êtes donc arrivé ici, vous avez enfoncé la porte et vous avez trouvé le pauvre Mr. Croyd ainsi. À votre avis, docteur, depuis combien de temps est-il mort? » « 1 demi-heure au moins, peut-être plus. »« La porte était fermée de l'intérieur, c'est ça? Et la fenêtre? » Je l'ai fermée et j'ai moi-même mis le loquet un peu plus tôt dans la soirée à la demande de Mr. Croyd. L'inspecteur se dirigea vers la fenêtre et tira les rideaux. « Eh bien, elle est ouverte maintenant, fit-il remarquer. » Effectivement, la fenêtre était ouverte. Le châssis était remonté jusqu'en haut. L'inspecteur sortit une lampe de poche et s'en servit pour examiner le rebord extérieur de la fenêtre. « C'est par là qu'il est parti, déclara-t-il, et qu'il est entré. Vous voyez, ici. » Dans la forte lumière de la lampe de torche, on pouvait voir plusieurs traces de pas très distinctes. Ces empreintes ressemblaient à celles de chaussures avec des semelles en caoutchouc. L'une d'elles indiquait un mouvement vers l'intérieur, une autre, qui empiétait légèrement sur la première, indiquait un mouvement vers l'extérieur. « C'est clair comme de l'eau de roche, dit l'inspecteur. Certains objets de grande valeur ont-ils disparu ?» Geoffrey Raymond fit non de la tête. « Vous n'avez vu aucune personne suspecte rôder dans les alentours ?»« Oh » m'exclamai-je soudain. « Qu'y a-t-il, docteur ?»« J'ai croisé un homme ce soir, juste après avoir franchi la grille. Il m'a demandé le chemin pour Fenley Park. »« Quelle heure était-il ?» Tout juste 21 heures, j'ai entendu les coups du clocher au moment où je prenais à gauche en sortant de la grille. Pouvez-vous le décrire? Je fis de mon mieux. L'inspecteur se tourna vers le majordome. Quelqu'un répondant à cette description est-il venu sonner à l'entrée? Non, monsieur, je n'ai vu personne de toute la soirée. À présent, poursuivit l'inspecteur, quand Mr. Croyd a-t-il été vu vivant pour la dernière fois? C'est probablement par moi, répondis-je. Lorsque je suis parti à, laissez-moi réfléchir, environ 20h50, il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé et j'ai répété les instructions à Parker. Je peux vous assurer que Mr. Croyd était encore en vie à 21h30, déclara Raymond, car j'ai entendu sa voix à l'intérieur du bureau. Vous n'auriez pas surpris une partie de la conversation par hasard? Juste un fragment, répondit le secrétaire. Autant que je m'en souvienne, ses mots exacts étaient « Vous avez si souvent sollicité mon aide pour des problèmes d'argent dernièrement que je crains qu'il ne me soit impossible de pouvoir accéder à votre demande. » Je suis reparti immédiatement, bien sûr, je n'ai donc pas entendu plus. « Une demande d'argent, murmura l'inspecteur pensif. Il se tourna vers le majordome. « Vous dites, Parker, que personne ne s'est présenté à la porte d'entrée ce soir? » C'est exact, monsieur. Il paraît alors presque certain que Mr. Croyd lui-même a dû faire entrer cette personne. Et nous savons qu'il était encore en vie et en pleine forme à 21h30. C'est la dernière fois qu'il a été vu vivant. Parker toussota légèrement. « Si vous voulez bien m'excuser, monsieur, Miss Flora l'a vu un peu plus tard. Il devait être 21h45. Ensuite, elle m'a dit que Mr. Croyd ne voulait plus être dérangé de la soirée. » L'a-t-il envoyé vous porter ce message? Pas exactement, monsieur. J'apportais un plateau avec un whisky soda lorsque Miss Flora, qui sortait de son bureau, m'a arrêté et m'a dit que son oncle souhaitait qu'on le laisse seul. Mais on vous avait déjà dit que Mr. Croyd ne voulait plus être dérangé, n'est-ce pas? Les mains de Parker se mirent à trembler. Oui, monsieur, tout à fait, monsieur. Mais j'avais oublié. Du moins, je veux dire, j'apporte toujours un whisky soda à cette heure et je demande à monsieur s'il désire autre chose et je me suis dit, eh bien, j'ai fait comme d'habitude sans réfléchir. Je commençais à remarquer que Parker était anormalement agité. Bien, annonça l'inspecteur. Je dois voir Mr. Croyd immédiatement. Pour le moment, nous allons laisser la pièce ainsi. Je vais simplement fermer la fenêtre et mettre le loquet. Cette précaution prise,
Il se dirigea vers le hall et nous le suivîmes. Il s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil en haut du petit escalier, puis s'adressa à l'officier par-dessus son épaule. « Jones, il vaut mieux que vous restiez ici. Ne laissez personne entrer dans cette pièce. » Parker s'interposa. « Veuillez m'excuser, monsieur. Si vous fermiez la porte qui mène au hall principal, personne ne pourrait y avoir accès. Cet escalier mène uniquement à la chambre et à la salle de bain de Mr. Croyd. Il n'y a aucune communication avec l'autre partie de la maison. » L'inspecteur évalua la situation en un clin d'œil. Nous traversâmes le grand hall et il verrouilla la porte derrière lui, puis glissa la clé dans sa poche. « À présent, il faut que je parle à Mr. Croyd. C'est la dernière personne à avoir vu la victime vivante. Est-elle au courant de la situation ?» Raymond fit non de la tête. « Bien, inutile de le lui dire avant encore 5 bonnes minutes. Elle répondra mieux à mes questions si elle n'est pas bouleversée en sachant la vérité au sujet de son oncle. Dites-lui qu'il y a eu un cambriolage et demandez-lui si cela ne la dérangerait pas de descendre pour répondre à quelques questions. » Raymond monta l'escalier pour aller porter le message et à peine quelques minutes plus tard, Flora descendit, enveloppée dans un kimono en soie rose pâle. L'inspecteur fit un pas en avant. « Bonsoir, Mr. Croyd. Il y a eu une tentative de cambriolage et nous avons besoin de votre aide. Parker dit que vous êtes sorti du bureau de votre oncle à environ 21h45. Est-ce exact? » « Tout à fait. J'étais allé lui dire bonne nuit. » « Y avait-il quelqu'un d'autre avec votre oncle? » ?»« Non, il était seul. Le docteur Shepard était parti. »« Avez-vous remarqué si la fenêtre était ouverte ou fermée? » Flora secoua la tête. « Je ne saurais dire, les rideaux étaient tirés. » « Cela vous dérangerait-il de nous dire avec précaution ce qui s'est passé entre vous? » Flora resta silencieuse 1 minute. Je suis entrée et je lui ai dit « Bonne nuit, mon oncle, je monte me coucher. » Il a grommelé quelque chose et je suis allée l'embrasser. Puis il m'a dit que j'étais jolie dans la robe que je portais et ensuite il m'a dit de filer car il était occupé, alors je suis sortie du bureau. A-t-il demandé tout particulièrement à ne pas être dérangé? Oh oui, j'allais oublier. Ses paroles exactes étaient « Va dire à Parker que je n'ai plus besoin de rien pour ce soir et que je ne veux pas être dérangé. » J'ai croisé Parker devant la porte et je lui ai donné le message de mon oncle. Voulez-vous bien me dire ce qui a été volé? Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, annonça l'inspecteur. La jeune fille fut soudain prise de panique. Vous me cachez quelque chose? De manière discrète comme à son habitude, Hector Blunt vint se placer entre l'inspecteur et elle. Elle commença à tendre la main vers lui et il la prit dans les siennes. « C'est une mauvaise nouvelle, Flora, dit-il, pour nous tous. Votre oncle Roger. »« Oui, le pauvre Roger est mort. » Flora porta la main à sa gorge, laissa échapper un petit cri et je me précipitai pour la rattraper tandis qu'elle s'effondrait.